commencer à l'heure. Merci d'être venus si nombreux pour ce troisième rendez-vous de cette nouvelle saison de l'Agora des Savoirs. Et merci également à toutes celles et ceux qui nous écoutent soit en direct, soit en podcast sur la page YouTube de la manifestation et sur Divergence FM. Merci à vous, Jean-Baptiste Fressoz. On est très heureux de vous accueillir ici à l'Agora des Savoirs. Une seconde fois, vous étiez venu en 2013 présenter l'Apocalypse joyeuse, qui était un livre paru au Seuil, je crois, l'année d'avant. Vous êtes historien, chercheur au CNRS. Je vais rappeler 2-3 titres de livres qui ont jalonné votre parcours de chercheur depuis votre dernière venue. Alors, il y a eu l'événement Anthropocène qui était coécrit et écrit à quatre mains avec Christophe Bonneuil, paru au Seuil en 2013, dont le sous-titre était « La Terre, l'Histoire et nous ». Et puis, plus récemment, c'était en 2020, « Les révoltes du ciel », une histoire du changement climatique, 15e, 20e siècle. Il est ici, un livre coécrit cette fois-ci avec Fabien Locher. Puis, alors très récemment, alors c'est le prétexte de l'invitation, il y a eu un livre, toujours au Seuil, un beau livre cette fois-ci, livre qui réunit texte et photos. Nous avons mangé la Terre, l'événement Anthropocène, qui est un livre... Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais au croisement entre votre livre écrit avec Christophe Bonneuil et un documentaire réalisé par le journaliste et réalisateur Jean-Robert Vialet. Alors ce soir, on va vous entendre nous présenter le fruit de vos dernières recherches, celle sur une notion qui nous paraît à nous évidente et même désirable, banale, celle de la transition énergétique, tant vantée. Et vous allez effectivement nous expliquer, j'imagine que cela ne va pas de soi, que cette notion a une histoire, qu'on peut la déconstruire. Vous allez nous parler des origines de cette idée et puis aussi peut-être porter aussi un regard critique sur son efficacité réelle et les capacités qu'elle nous offre face aux défis qui sont les nôtres. Je vous laisse tout de suite la parole et on se retrouve après pour une discussion. Bon, merci Régis. Donc effectivement, je vais vous parler d'un livre qui n'est pas encore paru, qui doit paraître, si j'arrive à bien avancer, d'ici en gros décembre prochain. Pas celui-ci, donc novembre prochain, donc dans 11 mois, quoi. Voilà. Après, on peut, dans la discussion, parler des autres livres. On verra ensuite ce dont vous avez envie de discuter. Donc, je vais mettre au pupitre. Ça marche encore, c'est bon, oui. La notion de transition énergétique, c'est, face à la crise climatique, le futur des gens raisonnables. C'est le futur dont tout le monde parle, c'est le futur qu'on souhaite faire advenir. C'est le futur des cabinets de conseil, c'est le futur des gouvernements, c'est le futur des entreprises. Face à l'urgence climatique, il faut bien entendu faire une transition énergétique. Alors, la transition énergétique, c'est aussi le futur des experts. Si vous prenez le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, faut savoir que dans le GIEC, il y a plusieurs groupes. Le premier groupe, il s'occupe du constat physique sur le changement climatique, ce sont des climatologues. Le deuxième groupe s'occupe des impacts. Et le troisième groupe, celui qui m'intéresse, c'est essentiellement composé d'économistes, de sociologues, d'experts sur des différentes techniques énergétiques. Et ce groupe 3, c'est celui qui s'occupe des scénarios de transition énergétique, des scénarios de décarbonation de l'économie mondiale. Alors, quand on regarde le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, vous voyez, c'est un gros PDF de 2900 pages. Et sur 2900 pages, il y a 2517 fois le mot transition, plus si on le prend au pluriel. Le mot sufficiency, qui est une traduction de sobriété. Et encore, c'est plus doux, en fait, même que sobriété. Sufficiency, c'est la première fois qu'il apparaît dans un rapport du GIEC. Il a fallu être en 2022 pour qu'on parle de sobriété. Et le mot apparaît 188 fois. Quant au mot décroissance, il est encore complètement absent, ou presque. Il est à peine présent dans les références, essentiellement, de bas de page. Sur les scénarios qu'évalue le GIEC, donc il faut voir que le GIEC ne fait pas de travaux scientifiques, il évalue l'ensemble de la littérature scientifique. Sur les scénarios qu'ils ont étudiés, qui ont été évalués, donc 3131 scénarios, ils le disent eux-mêmes, il y a en fait les scénarios de décroissance économique ne sont pas évalués tout simplement parce qu'ils n'en ont pas reçu. Donc voilà, c'est un petit peu cette question de la transition énergétique qui m'intéresse parce que, évidemment, vu que c'est un futur désirable, elle prend la place de tous les futurs. Elle efface les autres futurs possibles. Alors,
vous me direz que le GIEC parle du futur de la transition ou de la transition au futur comme un principe normatif. À la limite, moi, je n'ai rien à dire là-dessus, je suis historien. Le problème, c'est qu'on voit bien que ce futur s'ancre dans une certaine histoire, dans une certaine culture historique. Si vous prenez donc le dernier rapport du GIEC, encore, on voit bien que dans certains chapitres, au moins, les experts qui se sont mis d'accord sur le texte et qui sont nombreux ont une certaine culture du passé de l'énergie. Et on peut voir ce genre de phrase, vous voyez, les transitions énergétiques doivent avoir lieu plus vite que par le passé, ou bien une transition énergétique bas carbone doit avoir lieu plus vite que les transitions du passé. Alors là, d'un coup, on se pose des questions, parce qu'évidemment, vous savez tous, j'imagine, dans cette salle, qu'on n'a pour l'instant pas fait véritablement de transition énergétique à l'échelle globale. On n'a jamais consommé autant de charbon que maintenant, on n'a jamais consommé autant de pétrole que maintenant, on n'a non plus jamais consommé autant de bois que maintenant. Alors ces deux camemberts, il faut les avoir en tête, c'est dans un rapport récent de l'Agence internationale de l'énergie. Donc vous voyez que la consommation énergétique mondiale, elle a plus que doublé entre 1973 et 2019. Et ce qui est frappant, c'est que, en fait, on le voit encore mieux dans l'autre courbe, tout croît. Voilà. Si vous prenez dans ce graphique-là, biofuels and waste, en fait, c'est essentiellement du bois, les biofuels. 6% de l'énergie mondiale actuellement, c'est du bois. C'est plus que le nucléaire. Donc vous voyez, en 2022, près de 70 ans après les premières explosions et le début de l'énergie atomique, en fait, on consomme toujours plus de bois pour faire de l'énergie que du nucléaire. Alors vous allez me dire, oui, dans les pays riches, c'est différent, en particulier en Europe, l'Europe serait à l'avant-garde de la décarbonation de l'économie. Alors c'est vrai que l'Europe consomme de moins en moins de charbon, mais disons que la décrue du charbon ressemble plutôt à un long étiage. On consomme encore 400 millions de tonnes de charbon à l'échelle européenne. La seule grande puissance industrielle du continent, à savoir l'Allemagne, est encore le numéro 1 de la production de lignite. Et puis en outre, il faut bien voir que cette décrue du charbon, elle cache en fait un rôle important du charbon dans nos modes de vie, tout simplement parce que par nos importations, en fait, on consomme beaucoup de charbon. En France, il y a des papiers qui permettent de retracer ça pour des chiffres de 2018. Chaque Français, par les biens qu'il consomme liés aux importations de la France, consomme 1 tonne de charbon par an. On est 70 millions, ça fait 70 millions de tonnes de charbon par an dans les importations. Au fond, on n'est pas si loin que ça des années 1960, le pic d'extraction de charbon en France, où on était autour de 80-85 millions de tonnes de charbon par an. Donc l'idée même de décarbonation dans un monde global et connecté est en fait assez délicate à manier. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui à propos de l'énergie, en fait, ça vaut pour toutes les matières premières. C'est-à-dire que l'histoire matérielle de l'humanité est une histoire d'accumulation, certainement pas des histoires de transition ou de substitution. Si vous prenez la somme totale des masses de matière qu'on consomme au XXe siècle, on est passé en gros de un peu moins de 10 gigatonnes à 100 gigatonnes par an. 100 milliards de tonnes de matière par an consommées par l'économie mondiale. Ça fait plus sens si on prend matière par matière. Vous prenez les 65 principales matières premières consommées par l'économie mondiale. Sur ces 65, il n'y en a que 5 qui ont diminué. Toutes les autres n'ont fait absolument que croître. Et celles qui ont diminué, c'est parce qu'il y a des interdictions. Ce n'est pas par phénomène d'obsolescence technologique. Ce qui diminue, par exemple, c'est l'amiante. L'amiante, dans un certain nombre de pays, ça a été interdit et donc on assiste à une diminution, pas une disparition, mais une diminution de la consommation d'amiante. Le mercure aussi a diminué, parce qu'il y a des raisons sanitaires à cela. La seule matière première qui diminue par effet d'obsolescence, c'est un mot trop fort, mais en tout cas par effet de substitution lié à des innovations, c'est la laine de mouton, dont la consommation mondiale a diminué face aux fibres synthétiques. Mais c'est évidemment pas une bonne nouvelle pour l'environnement. Donc vraiment, le point important, c'est que malgré l'inventivité sans borne des chimistes de l'industrie chimique, tous ces produits de synthèse, tous ces produits innovants, ça ne fait pas diminuer les consommations de matières premières. Alors, le premier point, si vous voulez, pour avoir une histoire de l'énergie qui soit plus fidèle à ce qui s'est passé, c'est bien voir donc que l'histoire de l'énergie, c'est fondamentalement une histoire d'addition. Si on prend le cas de la révolution industrielle, on nous a appris à l'école que la révolution industrielle, c'est une transition d'énergie organique, le bois, vers le charbon, ou bien de l'hydraulique vers le charbon.
Le problème, c'est qu'en fait, quand on regarde les chiffres, on voit que l'hydraulique ne fait que croître au cours du 19e siècle. En France, c'est multiplié par 3 entre 1800 et 1900, au moment où on s'industrialise. En fait, on met à la fois des machines à vapeur et on met de plus en plus de moulins. Alors ça devient des turbines plus perfectionnées, plus puissantes, mais on produit de plus en plus d'énergie sur les rivières au cours du 19e siècle. Et ça, quand je vous dis par 3, c'est avant même le développement de l'hydroélectricité qui fait évidemment exploser l'énergie hydraulique. Si vous prenez l'éolien, l'éolien augmente prodigieusement au cours de l'industrialisation. Tout simplement parce que le commerce, à ce moment-là, le commerce des marchandises est largement alimenté par le vent. C'est des grands voiliers qui assurent l'essentiel encore du commerce international à la fin du 19e siècle. C'est aussi l'éolien terrestre. L'éolien terrestre, on pourrait croire que c'est une technologie du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle hollandais, mais c'est surtout une technologie du XIXe siècle et du XXe siècle américain. À partir des années 1860, il y a une prolifération d'éoliennes qui sont produites de manière complètement industrielle, en particulier dans les grandes plaines du Midwest aux États-Unis, où à la fin du XIXe siècle, il y a 6 millions d'éoliennes qui servent à pomper de l'eau, à irriguer les terres, à abreuver les bêtes, et qui ont eu un rôle historique phénoménal quand on y réfléchit. C'est grâce à ça qu'il y a une mise en culture du Midwest américain qui change vraiment le marché des céréales, qui fait que d'un coup, il y a une abondance de céréales au moins dans les pays riches, et qui change vraiment profondément la politique même en Europe de l'Ouest. Parce que par exemple, la crainte de la disette s'efface, recule, grâce à cet afflux de grains américains. Donc vous voyez, pour moi, ce genre de transformation historique, c'est des transformations qui sont sans doute aussi, si ce n'est plus importantes que la machine à vapeur et le métier textile dans l'industrie britannique du Lancashire autour de Manchester en 1830. Bon, et pour autant, le récit de la révolution industrielle et du 19e siècle est complètement obnubilé par la machine à vapeur. Ce que je vous dis sur les renouvelables, c'est vrai aussi de la force musculaire humaine. L'idée que les machines et le charbon et les machines à vapeur remplacent la force musculaire humaine, c'est une idée qui est assez répandue, mais qui est complètement fausse. Déjà, il y a besoin d'énormément d'efforts musculaires et d'huile de coude pour extraire le charbon. En Angleterre, en 1900, il y a 1 million de mineurs. Il faut aussi imaginer que toutes les infrastructures des fossiles, les chemins de fer, les canaux, les routes, avant l'entre-deux-guerres et surtout avant 1950, en vérité, c'est fait à la pelle et à la pioche. Il y a très très peu de machines. La grande arrivée des machines de chantier et de terrassement, en fait, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Donc on a très profondément transformé le monde riche, essentiellement l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, à l'énergie musculaire. En outre, l'énergie musculaire est utilisée dans des dispositifs de plus en plus efficaces. Et donc, il y a tout un ensemble de techniques qui sont liées aux fossiles, liées à la sidérurgie, liées par exemple au progrès technologique, qui peuvent être liés au développement du moteur à explosion, par exemple, qui en fait servent à mobiliser de manière beaucoup plus efficace la force musculaire humaine. Donc en fait, il y a une explosion en vérité des services énergétiques, de l'énergie mobilisée l'énergie musculaire mobilisée pour l'économie. C'est des technologies qui ne sont jamais dans les livres d'histoire sur l'énergie, mais qui jouent un rôle fondamental. Si vous prenez le roulement à billes, ça change absolument tout, en fait, dans la mobilisation de la force musculaire humaine. Il y a des textes des années 1900-1910 d'ingénieurs qui expliquent que vraiment une des très grandes transformations dans le monde industriel, c'est un seul ciment bien plat, avec une roulette en caoutchouc et un roulement à billes. Ça change absolument tout dans la petite manutention ou dans le transport des charges dans les usines. Donc voilà, l'histoire de l'énergie, en fait, c'est des histoires d'addition. On n'a pas substitué comme ça des sources d'énergie à une autre. Alors si je m'arrêtais là, ce serait un peu limité, et je pense que ce que je vous ai dit, la plupart des gens le savent, mais en fait, les énergies sont aussi en symbiose. L'histoire de l'énergie, c'est l'histoire de succession de symbioses énergétiques. Pourquoi ce point est important ? Alors, par rapport à ce qui s'écrit en histoire de l'énergie, c'est différent. Pourquoi c'est différent ? Je vous donne un exemple précis d'un livre important qui fait un peu référence sur l'histoire de l'énergie pendant la révolution industrielle, donc un livre de Anthony Wrigley, où vous avez ce genre de graphique. Ça représente l'évolution du mix énergétique anglais du XVIe au XIXe siècle, et vous avez une représentation de transition énergétique. En gris clair, vous avez le charbon, donc qui explose, coal, et puis en gris foncé, vous avez le bois qui disparaît.
Donc au milieu du 19e siècle, l'Angleterre ne consommerait plus du tout de bois pour son énergie. Et c'est vrai que les Anglais ne se chauffent plus au bois et la sidérurgie anglaise ne dépend plus du bois et elle dépend essentiellement du charbon. Mais est-ce que ça veut dire que le bois n'est pas utile pour l'énergie? Non. En fait, l'Angleterre consomme de plus en plus de bois pour son énergie. Les mines anglaises, au début du XXe siècle, c'est une infrastructure gigantesque, des milliers de kilomètres de galeries qu'il faut boiser en permanence. Le boisage des mines doit résister à la pression des sols environnants. Les mines, c'est des endroits chauds et humides, donc le bois pourrit. Et c'est absolument vital, évidemment, pour les mineurs, sachant que les éboulements sont la première cause de mortalité des mineurs. Le résultat, c'est qu'au début du XXe siècle, l'Angleterre consomme 4,5 millions de mètres cubes de bois pour boiser ses mines de charbon. Alors, 4,5 millions de mètres cubes, ça paraît abstrait. Le point important à retenir, c'est que c'est plus que ce que l'Angleterre consomme au milieu du XVIIIe siècle directement pour produire son énergie. C'était environ 3,5 millions de mètres cubes. Donc même pour l'énergie, si vous voulez, l'Angleterre consomme plus de bois qu'elle n'en consommait au XVIIIe siècle. L'Angleterre industrielle consomme plus de bois que l'Angleterre pré-industrielle pour son énergie. Et c'est même pire que ça, parce que le bois qui sert à boiser les galeries des mines, c'est du bois d'œuvre. Donc c'est un bois de bonne qualité qui nécessite des surfaces forestières beaucoup plus grandes que le bois de feu. Il faut en gros 4 à 5 fois plus d'espace pour faire du bois d'œuvre que pour faire du bois de feu, parce qu'il faut laisser pousser les arbres plus longtemps, tout simplement. Donc en fait, l'Angleterre au XXe siècle consomme, début XXe siècle, consomme 7 fois plus de surface forestière, grosso modo, que l'Angleterre en 1750. Donc vous voyez, quand on raconte l'histoire de la révolution industrielle comme le passage du bois au charbon, ou alors le terme technique qu'emploient les historiens, c'est qu'elle échappe des contraintes, elle échappe de l'économie elle s'échappe de l'économie organique. En fait, on raconte une histoire qui est assez bizarre. En vérité, l'Angleterre est extrêmement dépendante des forêts. Elle s'en rend bien compte d'ailleurs pendant la Première Guerre mondiale. Vu qu'elle importait l'essentiel de son bois d'œuvre, il y a très peu de forêts en Angleterre. L'une des grandes hantises des stratèges anglais, c'est de se retrouver coupé de son approvisionnement en bois qui venait de la Baltique et de la France. La forêt des Landes, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, c'est une source essentielle de bois d'œuvre, de bois de mine pour l'Angleterre. Environ la moitié du bois de mine dans l'entre-deux-guerres anglais vient de la forêt des Landes. Vous voyez, quand on s'intéresse à ces relations symbiotiques entre le charbon et le bois, en fait, on se rend compte que, par exemple, les Landes en fait, jouent un rôle central dans l'industrialisation européenne au début du XXe siècle, ce qui n'était pas forcément évident au départ. Toujours est-il que pendant la Première Guerre mondiale, évidemment, à cause de la guerre sous-marine, l'Angleterre se trouve extrêmement dépendante énergétiquement, et elle a besoin en fait de ce bois pour avoir du charbon et donc pour faire fonctionner toute son industrie. Donc c'est vraiment un point tout à fait critique pendant la Première Guerre mondiale. Alors ce que je vous dis pour l'Angleterre, c'est vrai en fait pour tous les grands pays industriels. Le bois de mine est tellement important que des institutions importantes comme la FAO en particulier le comptent à part. Et donc, on peut retracer ce genre de courbe où vous avez la consommation de bois de mine de différents groupes de pays au XXe siècle. Ce qui est impressionnant, je trouve, c'est qu'en fait, ça reste stable assez loin dans le XXe siècle. Il n'y a pas du tout, si vous voulez, l'intensité bois du charbon reste importante. Il faut toujours énormément de bois pour extraire du charbon. Le cas intéressant, c'est le cas de l'URSS. Dans les années 1960, l'URSS consomme pas loin de 25 millions de mètres cubes de bois d'œuvre pour boiser ses mines de charbon. 25 millions de mètres cubes de bois d'œuvre, c'est plusieurs fois ce que produit la France en bois d'œuvre à ce moment-là. On parle vraiment d'énormes quantités de bois. Et il y a des rapports de la CIA qui sont assez fascinants, qui expliquent qu'un des grands goulets d'étranglement de l'économie russe dans les années 60, c'est le manque de bois. Ils n'ont pas investi ce qu'il faut dans les routes forestières et dans une foresterie un peu moderne. Et donc, en fait, les mines, essentiellement les mines d'Ukraine d'ailleurs, qui consomment énormément de bois, se trouvent un peu au dépourvu. Et donc, voilà, un des problèmes de l'économie russe en 1960, c'est le manque de bois. Pour vous dire à quel point l'industrialisation, en fait, reposait sur énormément de bois. Et à la chute de l'Union soviétique, en 1992, l'un des grands problèmes que doit affronter l'Ukraine, c'est justement d'être coupé de cet approvisionnement en bois. Le bois qui servait à miner, à étayer les galeries des mines du Donbass venait de Russie centrale, du bassin de la Kama et de la Volga, deux très grands fleuves. Il était transporté en Ukraine par le canal du Don à la Volga.
de la Volga au Don, pardon. Et ensuite, il servait donc dans les mines ukrainiennes. Et en 1992 encore, on consomme énormément de bois dans ces mines qui sont assez arriérées. Et c'est une vraie catastrophe pour les mineurs du Donbass de ne plus avoir accès à cette énorme ressource en bois que représentait la Russie centrale. Alors ce que je vous dis pour les mines de charbon, en fait, ça vaut pour tous les grands systèmes qu'on associe traditionnellement au fer et au charbon. Le chemin de fer, on aurait dû appeler ça le chemin de bois. Ça consomme beaucoup plus de bois que de fer. En particulier, les grands réseaux ferrés des États-Unis, de Russie, consomment des quantités absolument faramineuses de bois. Et c'est pour ça que, en fait, quand vous pensez charbon, vous devez penser bois. Quand vous pensez au chemin de fer, vous devez tout de suite penser aux traverses des chemins de fer qui consomment énormément de bois. Cette relation symbiotique entre sources d'énergie, on la retrouve tout à fait entre charbon et pétrole. Alors ce point est plus évident, je vais aller plus vite, mais dans les années 1930, à l'usine Ford, pour produire une voiture, vous aviez besoin de 7 tonnes de charbon. Parce qu'une voiture, c'est en fait essentiellement de l'acier. Et pour faire de l'acier, vous avez besoin de charbon. Pour faire une voiture, vous avez besoin de beaucoup d'électricité, donc à l'époque essentiellement du charbon, vous avez besoin de verre, tout ça consomme énormément de charbon. Donc vous avez devant vous la grande usine le long de la rivière Rouge de l'entreprise Ford. C'est une photo sans doute des années 50, et vous avez au milieu un gros tas de charbon parce que, évidemment, comme le disait d'ailleurs Henry Ford lui-même, les deux piliers de l'industrie automobile, c'est le fer et le charbon. Alors je vous disais 7 tonnes de charbon pour faire une voiture en 1930, en poids, c'est plus ou à peu près autant que ce que va consommer la voiture en pétrole le long de toute sa durée de vie. Donc en fait, l'automobile, c'est autant une technologie du charbon que du pétrole. Et en plus, là je vous dis simplement la production d'automobiles, mais en fait il y a toute une énorme infrastructure qui sert à extraire le pétrole, des tubes pétroliers qui représentent des sommes et des masses d'acier absolument gigantesques. De nos jours, la longueur des oléoducs et des gazoducs, c'est 2 millions de kilomètres. Un oléoduc ou un gazoduc, c'est des gros tubes. Hein. Ça peut faire 1 mètre de diamètre, 5-6 cm d'épaisseur d'acier. Enfin, ça consomme énormément d'acier. Dans les pays pétroliers importants comme la Russie, 10% de l'acier sert en fait à extraire et transporter le pétrole. Une raffinerie, c'est 3000 km de tubes. Donc c'est vraiment des énormes infrastructures en acier qui consomment énormément de charbon. Et ça consomme de plus en plus d'acier et de plus en plus de charbon, le pétrole, parce qu'on va le chercher plus profondément. Donc il faut des tubes plus longs, forcément. En outre, on puise maintenant un pétrole qui est de moins bonne qualité qu'avant et qui contient plus de soufre. Or, le soufre dégrade en permanence toute cette infrastructure en acier, donc il faut de plus en plus d'acier pour maintenir l'infrastructure pétrolière. Donc vraiment, le pétrole repose sur du charbon, sur de l'acier et donc sur du charbon. En outre, évidemment, tout le pétrole est brûlé dans des engins en acier. Les voitures, les moteurs sont en acier, les voitures sont en acier, les camions sont en acier, les bateaux sont en acier et donc reposent sur du charbon. Une autre symbiose qui est très importante pour comprendre l'histoire de l'énergie récente, c'est la symbiose pétrole-bois. Premièrement, sans bois, il n'y aurait pas eu de pétrole. Parce que jusque dans les années 1930, l'industrie du pétrole dépend entièrement des arbres. Les derricks sont tous en bois, jusque dans l'entre-deux-guerres, aux États-Unis. Et les derricks, c'est une grosse structure, c'est 30 tonnes de bois, ça doit résister aux instruments de forage, donc c'est vraiment énormément de bois. Aux États-Unis, entre 1860 et 1930, il y a au moins 1 million de puits qui sont forés, donc en fait, vous voyez, on est déjà à 30 millions de tonnes de bois rien que pour les derricks. Pendant longtemps, le pétrole a été transporté dans des tonneaux. Et même avec des pipelines, malgré des trains qui utilisent des citernes en acier, en fait, le pétrole consomme énormément de tonneaux jusque dans l'entre-deux-guerres. Vous avez devant vous la photo de la plus grande tonnellerie du monde au début du XXe siècle. Et elle appartient à quelqu'un que vous connaissez tous, à John Rockefeller. C'est la tonnellerie de Standard Oil. Donc John D. Rockefeller, il a à la fois des pipelines, il a à la fois une logistique moderne, métallique du pétrole, et puis il a aussi un besoin absolument énorme de tonneaux. Et ces tonnelleries sont absolument gigantesques. Rien que celle-ci, elle est plus grosse que
tous les tonneliers de Londres qui alimentaient évidemment l'énorme port londonien dans l'East End de Londres. Donc c'est vraiment des quantités de tonneaux absolument ahurissantes. D'ailleurs, les tonneliers français sont horrifiés par la production extrêmement mécanisée de tonneaux. À cette époque, les tonneaux sont produits par des machines qui ont disparu de nos jours. C'est très mécanisé, c'est très industriel. Et ces tonneaux sont très bon marché, ils sont largement moins chers que les tonneaux faits par les tonneliers français. Et évidemment, on les retrouve au début du XXe siècle pour stocker le vin. On les nettoie plus ou moins et ça sert ensuite à stocker le vin, ce qui horrifie évidemment les viticulteurs et les tonneliers français, surtout qui essayent de défendre leur business. Bon. Alors vous allez me dire, tout ça, c'est du passé. De nos jours, le pétrole n'a plus besoin de bois. Ce qui est vrai... Ce qui n'empêche pas que le pétrole consomme encore énormément de bois. Alors, à cause d'une seule entreprise qui s'appelle Vallourec. Alors, Vallourec, c'est une entreprise française qui est un des leaders dans la production des tubes pétroliers. Les tubes pétroliers, c'est quelque chose d'assez spécifique, en fait. C'est des tubes sans soudure qui doivent résister à des pressions importantes. Enfin, c'est une technologie assez subtile, à tel point qu'en fait, l'URSS, quand elle a commencé à exporter son pétrole, enfin, elle voulait exporter son pétrole en Europe de l'Ouest, elle avait vraiment besoin de la coopération de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, qui exportent les tubes à partir des années 60, très tôt, qui vont permettre ce qu'on vit maintenant, à savoir une dépendance importante face aux hydrocarbures russes. En fait, c'est une vieille histoire qui remonte aux années 60 et qui dépend d'une coopération économique extraordinairement fructueuse entre la sidérurgie européenne et l'industrie pétrolière soviétique. Bon. Alors, si je reviens à Vallourec, Vallourec possède au Brésil, dans la région de Minas Gerais, donc une région très riche en mines de fer, possède une immense plantation d'eucalyptus de 230 000 hectares. Cette plantation d'eucalyptus, elle sert à faire du charbon de bois. Des quantités énormes de charbon de bois, de l'ordre de 1,7 million de mètres cubes de tonnes de charbon de bois. C'est sans doute l'entreprise qui produit le plus de charbon de bois au monde. Ce charbon de bois, il sert à faire de l'acier, qui sert à faire des tubes, qui servent à extraire du pétrole. Donc vous voyez le récit transitionniste du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, en fait, on voit que ça ne marche pas du tout. Il y a plein de boucles aussi, parce qu'évidemment, ce genre de forêt dépend du pétrole. Ce genre d'exploitation, de plantation d'eucalyptus dépend entièrement du pétrole. Vallourec récolte 53 hectares par jour d'eucalyptus. Par coupe rase, avec des machines, des abatteuses multifonctionnelles que vous avez peut-être vu dans des randonnées en montagne, c'est assez spectaculaire. Ça vous coupe un arbre en moins d'une minute, ça les branche et ça le coupe en rondins en moins d'une minute. Les plantations d'eucalyptus à haut rendement, c'est aussi une transformation énorme en fait, et récente. La productivité, les records de productivité, les plantations les plus productives, au Brésil, elles arrivent à atteindre 80 mètres cubes de bois, donc d'eucalyptus, par an et par hectare. 80 mètres cubes. La forêt des Landes, en ce moment, on est à 10 mètres cubes. Et les forêts françaises début XXe siècle, on est à 2,5 mètres cubes de bois par an. Vous voyez, ça a été multiplié par 30. Grâce au pétrole en grande partie, parce qu'évidemment pour avoir ce genre de rendement, en fait c'est l'agriculture intensive de bois, c'est-à-dire vous mettez énormément d'engrais azotés qui consomment du gaz ou du pétrole pour être produits. Alors le charbon de bois, c'est évidemment pas que fait pour faire de l'acier. Il y a eu une autre énorme transformation du mix, du système énergétique mondial, qui est aussi une symbiose qui a eu lieu dans les pays pauvres. C'est l'explosion de la production de charbon de bois et de la consommation de charbon de bois, en particulier en Afrique subsaharienne. C'est un phénomène historiquement nouveau. C'est la première fois qu'on a des villes de plus de 10 millions d'habitants, donc je parle de Lagos, Kinshasa, Dar es Salaam, des mégalopoles de plus de 10 millions d'habitants, qui dépendent au premier chef du bois pour leur énergie. Parce que même s'il y a l'électricité, le charbon de bois demeure la principale énergie pour la cuisson des aliments. Il y a une équipe du CIRAD qui a fait une enquête remarquable sur Kinshasa. Donc Kinshasa, c'est 11 millions d'habitants. C'est 2,8 millions de tonnes de charbon de bois. Pour donner une comparaison, Paris, en 1850, c'est seulement 100 000 tonnes.
Donc c'est 25 fois plus. C'est vraiment des phénomènes historiques qui sont sans précédent. C'est la première fois qu'on a autant de consommation de charbon de bois. Et évidemment, c'est une symbiose, parce que tout ce charbon de bois n'est exploitable que parce qu'il y a des camions qui fonctionnent au pétrole. L'aire d'approvisionnement en bois d'une ville comme Kinshasa, c'est en fait des milliers de kilomètres carrés. C'est toute la forêt du bassin du Congo. C'est des masses de bois absolument gigantesques qui sont mobilisables uniquement parce qu'il y a du pétrole. Donc, vous voyez, le charbon de bois qu'on brûle à Kinshasa, c'est en fait aussi en partie du pétrole, parce qu'il a fallu pas mal de pétrole, mine de rien, pour transporter ce charbon de bois. Alors vous allez me dire, ça c'est une affaire de pays pauvres. Dans les pays riches, le bois, c'est du passé. Alors non plus. Il s'est passé quelque chose de moins visible, évidemment, que le charbon de bois dans l'Afrique subsaharienne. C'est une transformation de la production de papier. À partir des années 50, et surtout après 1970, les papeteries parviennent à récupérer ce qu'on appelle les liqueurs noires. C'est ce que vous voyez, la chose pas très ragoûtante en bas à gauche de la diapositive. Ces liqueurs noires, c'est un résidu liquide de la production de papier. Donc, en gros, vous avez du bois, vous prenez la cellulose pour faire du papier, il vous reste la lignine, et la lignine est très riche en énergie. Ces liqueurs noires, ça représente une énorme croissance en fait de l'énergie qui est largement supérieure au déclin des bûches dans les cheminées au cours du XXe siècle. Si vous prenez, je vais simplement parler du cas européen, c'est tiré d'un rapport intéressant et très récent du Joint Research Council, donc un centre de recherche de l'Union européenne qui a pisté la biomasse bois à l'échelle européenne. Vous avez en rose saumon l'énergie tirée du bois. En bleu clair, en Europe, en bleu clair, c'est l'hydraulique, le solaire et l'éolien réunis. Donc en fait, le bois, en ce moment en Europe, c'est les 2/3 des énergies dites renouvelables. Alors, est-ce que le bois, c'est de l'énergie renouvelable ? On peut en discuter, parce que ça abîme potentiellement les forêts. Et puis en plus, en fait, ça dépend énormément du pétrole. Sans pétrole, on n'aurait pas du tout cette production de bois, évidemment. En rouge, vous avez les liqueurs noires européenne, en fait. La papeterie européenne qui récupère ces liqueurs noires et qui en fait un usage énergétique. C'est plus que le solaire ou plus que l'éolien. Donc vous voyez, en fait, on parle énormément d'énergie parce qu'évidemment, elles sont en plein développement, parce qu'on veut les développer, etc. Mais la réalité, c'est que les renouvelables en Europe, même dans les pays riches, donc ça reste encore majoritairement le bois. Et je finirai ce premier temps de mon exposé avec un exemple qui me semble assez clair, à vrai dire, sur l'inanité de cette notion de transition énergétique quand on la considère historiquement. C'est la centrale thermique de Drax. Drax est une centrale électrique qui se trouve dans le nord de l'Angleterre. Elle est créée en 1972. Au départ, elle sert à exploiter le charbon du Yorkshire, charbon local. Dans les années 90, elle brûle du charbon qui vient d'Australie, qui vient de Russie, qui vient d'Afrique du Sud. Et puis, au milieu des années 2000, la direction décide de brûler de la biomasse au lieu de brûler du charbon. Donc avec beaucoup de subventions publiques, ils disent voilà, on va faire une centrale thermique zéro carbone. Alors qu'est-ce que ça veut dire de la biomasse ? En fait, ça veut dire du bois. Ce bois, il est récolté en Amérique, au Canada et aux États-Unis, évidemment avec des machines qui fonctionnent au pétrole. Il est transformé en granules de bois dans des machines qui fonctionnent au pétrole. Il est transporté dans des gros bateaux qui fonctionnent au pétrole et il est brûlé en Angleterre. Drax consomme, suivant les années, 10-12 millions de mètres cubes de bois par an. C'est 4 fois plus que ce que l'Angleterre consommait de bois au XVIIIe siècle. Donc vous voyez, après 2 siècles de transition énergétique, on arrive à ce beau résultat que l'Angleterre utilise 4 fois plus de bois pour faire son énergie, pour produire de l'énergie qu'elle n'en faisait avant de commencer à faire des transitions énergétiques. En outre, ces 12 millions de mètres cubes de bois, ça représente plus que la production annuelle de bois de l'Angleterre, et tout ça pour produire 1%, 1,5% de son énergie. Donc Drax, à mon avis, montre bien l'impasse de cette idée de faire basculer vers la biomasse, vers une économie organique, une économie qui a été construite par et pour le charbon, par et pour les fossiles. Alors, le point qui m'a ensuite intéressé, c'est étant donné que, manifestement, l'histoire de l'énergie, ça se résume mal
à travers cette notion de transition. Comment ça se fait que ce soit une notion de transition énergétique qui se soit autant largement imposée? Alors, le premier point à avoir en tête, c'est que c'est assez récent. Pendant l'essentiel de l'histoire, on a beaucoup réfléchi sur les dynamiques énergétiques. Ce n'est pas nouveau qu'on s'intéresse aux dynamiques des systèmes énergétiques. Les experts ne parlaient jamais de transition. Vous avez devant vous, à ma connaissance, la première représentation de l'évolution du mix énergétique mondial. C'est fait par un ingénieur américain en 1932, de l'US Geological Survey, donc une institution qui s'occupe d'extraire du charbon, du pétrole, etc., qui s'occupe des réserves aussi. Et donc vous voyez une diminution du charbon et une augmentation de la part du pétrole dans le mix énergétique mondial. Mais le géologue qui commente ce graphique-là, il ne dit pas du tout qu'il y a une transition en cours. Il dit, bah oui, on consomme moins de charbon, parce qu'il y a la crise de 29, évidemment, et puis aussi parce que, comme pendant la Première Guerre mondiale, le charbon coûtait cher, il y a eu beaucoup d'efforts d'efficacité énergétique, en particulier dans la production électrique. On a enlevé les vieilles machines à vapeur, et on a remplacé ça par des turbines à vapeur. Et ça produit beaucoup plus d'électricité, en gros 4 fois plus d'électricité par tonne de charbon. Donc c'est sûr qu'il y a eu des économies qui font que la consommation globale de charbon a diminué, mais il ne dit pas du tout qu'il y a une transition du charbon vers le pétrole. Il dit simplement que voilà, on a fait des efforts, mais que le charbon reste évidemment le pilier du monde, vraiment le grand pilier du monde industriel. C'est grâce au charbon qu'on a de l'acier, c'est grâce au charbon qu'on a du ciment, enfin voilà, que c'est absolument indépassable, et que évidemment l'histoire de l'énergie n'est pas du tout une histoire de transition. Un autre exemple, c'est ce graphique de futurologie, c'est proposé par un promoteur du solaire aux États-Unis en 1972. Et ce qui est intéressant, c'est que pour lui, toutes les énergies vont croître jusqu'en 2200. Il y a de la place pour tout le monde. Le charbon va croître, le nucléaire va croître, le solaire va croître, vu qu'il est promoteur du solaire, mais le pétrole va croître, etc. Donc, en fait, dans l'essentiel de l'histoire, en fait, on pensait le futur de l'énergie comme un présent plus grand, comme un présent agrandi, pas comme un présent fondamentalement différent. Cette vision de l'histoire de l'énergie comme une dynamique de substitution, de systèmes énergétiques qui se substitueraient les uns les autres, c'est relativement récent. Alors, ça vient d'un groupe intellectuel bien particulier, qui sont les savants atomistes américains, qui sont aussi des gens très préoccupés par la croissance démographique et par la ressource. C'est pour ça qu'on peut les appeler des Malthusiens ou des néo-Malthusiens, évidemment de Thomas Malthus, qui est le premier à avoir mis en garde face à la croissance démographique et au manque de ressources agricoles. Alors, ces savants atomistes, ils ont pour la plupart, ceux qui s'intéressent, en tout cas qui produisent cette nouvelle vision de l'énergie comme un système en transition, ils ont travaillé au projet Manhattan, à la fabrication de la première bombe atomique. Et ils ont travaillé en particulier dans un laboratoire qui est le Metallurgical Laboratory de Chicago. C'est là où, sous l'égide de Enrico Fermi, ils ont créé la première pile atomique. Ce sont souvent des savants de gauche. Ils sont horrifiés par ce qu'ils ont fait. Ils n'avaient pas du tout travaillé pour Hiroshima et Nagasaki. Et donc, ils sont, par exemple, après-guerre, en faveur du désarmement atomique. Mais ce qu'ils veulent montrer, c'est qu'à la fois, ils ont créé un engin de mort épouvantable et en même temps, ils ont créé la clé pour la survie de l'humanité. Alors pourquoi c'est la clé pour la survie de l'humanité? Parce que si vous avez l'énergie atomique, et en particulier si vous avez les surgénérateurs, ce dont ils parlent, ce n'est jamais la fission nucléaire telle qu'on la connaît en France, c'est la surgénération ou les réacteurs à neutrons rapides. Si vous arrivez à mettre au point les surgénérateurs, alors vous avez une énergie illimitée. Et ça permet de faire plein de choses formidables. Ça, c'est une idée de combinat agricole atomique proposée par un savant atomiste qui s'appelle Alvin Weinberg. Et en gros, si vous avez les surgénérateurs atomiques, vous pouvez produire énormément d'engrais, vous pouvez dessaler l'eau de mer et vous pouvez mettre en culture de vastes zones arides de la planète. Au milieu des années 60, ce genre d'idée est considéré avec sérieux par l'administration Johnson aux États-Unis, qui envisage de vendre des réacteurs atomiques pour faire ça, pour résoudre la question du Moyen-Orient. Plutôt que laisser les Juifs et les Arabes se faire la guerre, on va leur vendre ce genre de technologie, mettre en culture de vastes zones arides, et comme ça, il n'y aura pas besoin de se faire la guerre. Donc vous voyez, c'est une vision très techno-solutionniste, comme on dit maintenant. Et d'ailleurs, Alvin Weinberg, c'est l'inventeur du mot technofix. Une anecdote que je trouve assez parlante.
à un moment, il y a des émeutes raciales aux États-Unis. Il s'intéresse à cette question et puis il fait des statistiques et il constate qu'il y a plus d'émeutes raciales quand il fait chaud. Il dit la solution, c'est d'installer des climatiseurs. C'est ce genre de vision. Voilà, un problème qui n'est pas fondamentalement technologique, on lui trouve une solution technologique. C'est une vision aussi qui consiste à dire la politique, ça ne marche pas très bien, par contre, la technologie permettra de résoudre les problèmes. Et Alvin Weinberg lui-même, dans son autobiographie, dit, en fait, donc après 1944, il est au projet Manhattan, il voit les premiers calculs faits sur le rendement des surgénérateurs, et il dit, je devins obsédé par cette idée que du surgénérateur dépendait le salut de l'humanité. L'inventeur du mot transition énergétique, c'est un autre savant atomiste qui s'appelle Harrison Brown, qui est aussi au Meteorological Laboratory et qui est aussi un grand néo-malthusien, c'est-à-dire il écrit des livres importants sur les ressources, sur la consommation matérielle. Et quand il écrit transition énergétique, en fait, il recycle un mot de la physique atomique. Energy transition, au départ, c'est quand un électron change d'état autour de son noyau. Donc c'est sûr que transition énergétique, ça vient vraiment de ce milieu-là, de ce milieu des savants atomistes. Il recycle en fait un terme technique de sa propre expertise. En outre, je vous disais qu'il était néo-malthusien. En fait, il participe aux grands raouts et aux grandes conférences sur le contrôle démographique, sur la limitation des naissances, qui est un sujet clé aux États-Unis dans la décennie 60. C'est vraiment la clé pour éviter que le tiers-monde ne bascule du côté communiste. C'est de limiter la croissance démographique pour éviter évidemment l'appauvrissement et le risque de révolution. Et donc, c'est dans un livre là-dessus, qui traite de ça, sur le contrôle démographique, qu'il invente ce mot de transition énergétique et il s'inspire directement, explicitement, d'un autre terme clé qui est celui de transition démographique. Donc vous voyez, c'est vraiment la jonction de ces deux imaginaires, si vous voulez, l'imaginaire atomique et puis l'imaginaire du péril démographique que s'invente cette transition énergétique. Le troisième intellectuel clé de la transition énergétique, c'est quelqu'un que vous connaissez tous, c'est Marion King Hubbert. Alors vous le connaissez parce que c'est le théoricien du pic pétrolier. Et c'est un géologue très important, qui a fait vraiment des découvertes importantes en géologie. Il travaille pour la Shell. Et en 1955, il est recruté par l'AEC, l'Atomic Energy Commission, donc l'équivalent du CEA américain. Évidemment, l'AEC le recrute parce que cette affaire de pic pétrolier et même de pic fossile l'arrange très très bien. Et Marion King Hubbert devient un des rouages importants du lobby de l'AEC. Chaque année, en fait, l'AEC doit batailler auprès du Sénat et de la Chambre des représentants pour obtenir des subsides pour financer ces programmes de recherche sur le nucléaire civil. Et chaque année, en fait, ils ont besoin d'argumenter et on voit Marion King Hubbert qui témoigne devant la Chambre des représentants, qui écrit des rapports qui sont remis à Kennedy, qui expliquent à quel point, en fait, le nucléaire est absolument indispensable parce qu'à terme, il n'y aura plus de fossiles. Et un graphique qui m'a toujours fasciné, moi, c'est ce graphique de Marion King Hubbert. Il dézoome l'histoire de l'humanité sur 10 000 ans. Si vous prenez l'histoire de l'humanité sur 10 000 ans, le pétrole et le charbon, c'est ce petit pic en gris foncé. Et les fossiles forment un pic parce qu'ils les contrastent avec le plateau énergétique illimité que permet d'atteindre l'énergie nucléaire. Donc cette notion de transition, on voit aussi que ça hérite de ce genre de théorisation, en fait, de prospective très lointaine. Il y aura une transition énergétique tout simplement parce qu'il n'y aura plus de fossiles. On aura épuisé les fossiles, il faudra quelque chose de nouveau, ça sera le nucléaire. Donc là, c'est une vraie transition. D'accord ? Mais une fois encore, c'est une vision, hétérodoxe. Si vous voulez, les économistes, le lobby pétrolier, ils ne voient pas du tout les choses comme ça. Et d'une certaine manière, c'est un argument défensif. Parce que depuis les années 50, les rapports s'empilent sur le fait que le nucléaire n'est pas compétitif. Le nucléaire, les économistes américains le montrent et le redémontrent, c'est pas très intéressant économiquement. Pour faire de l'électricité, le charbon est beaucoup moins cher. Et ça horripile au possible les savants atomistes qui disent en fait ils n'ont rien compris. Ces calculs d'apothicaires des économistes manquent complètement l'importance du problème. La question, c'est pas que l'atome soit compétitif maintenant, c'est qu'il y ait de l'atome quand il n'y a plus de charbon. Ce qui est évidemment une autre question. Donc vous voyez, c'est dans ce plaidoyer pour l'énergie atomique que la notion de transition énergétique, cette vision très différente en fait, de l'évolution des systèmes énergétiques émerge. Il y a une autre notion qui est clé pour comprendre le succès de la transition énergétique, c'est la notion de crise énergétique.
l'un ne va pas sans l'autre, en fait. La notion de transition énergétique va se développer dans le sillage d'une autre notion beaucoup plus inquiétante, qui est celle de crise énergétique. Alors, souvent, la crise énergétique, on croit que c'est après le choc pétrolier de 73, le manque de carburant dans les stations-service, la limitation à 110 km/h sur les autoroutes, et même les autoroutes fermées en Suisse le dimanche, ce genre de choses. En fait, ça date d'avant. Ça date de la fin des années 1960. Et à ce moment-là, ce n'est pas le pétrole, mais c'est le charbon et l'électricité. En 1965, il y a un grand blackout à New York qui choque énormément la population. Et c'est à ce moment que le lobby atomique, donc l'AEC, General Electric, commence à instiller dans l'espace public américain cette perception qu'en fait, il y a un mur sur les ressources. Une sorte de, si vous voulez, le blackout de New York, il y avait des raisons tout à fait explicables. Ils n'avaient pas investi dans leur réseau. Et puis il y a plein d'explications que je peux vous donner si ça vous intéresse. Ils vont le réinterpréter en disant c'est qu'il n'y a plus assez de charbon. Ce qui est évidemment faux. En 1965, il y a énormément de charbon aux États-Unis. C'est absolument pas ça le problème. Toujours est-il que cette idée de crise énergétique commence à être instillée dans l'espace public américain pour justifier évidemment le programme nucléaire. Et vous voyez, General Electric dit voilà, le charbon va s'éteindre, va disparaître. Et heureusement, on est en train de travailler sur son successeur, et le successeur, c'est les surgénérateurs nucléaires. Alors, cette vision de la crise énergétique et de la transition énergétique, qui est au départ une vision assez locale liée à la promotion de l'atome, va se diffuser à la faveur du choc pétrolier, et tout le monde va parler d'énergie comme les savants atomistes. Et ça, c'est vraiment important et c'est nouveau. C'est une vision assez marginale, devient le discours commun. Tout le monde parle de crise énergétique sur les plateaux de télévision, dans la presse, à la radio, et c'est dans le sillage de cette crise énergétique que l'idée de transition énergétique s'impose. Et je dirais, ce qui est un peu dommage, c'est que même les écologistes emploient ce vocabulaire-là. Au départ, crise énergétique, c'est un argument rhétorique anti-écolo. C'est le lobby atomique qui en a marre d'avoir des bâtons dans les roues, qui explique... Alors, les environnementalistes nous bassinent avec la crise environnementale. À la télévision, on voit des images de mouettes engluées dans le mazout. C'est très télégénique, mais le vrai danger, c'est la crise énergétique, qui arrive tout de suite. Alors que la crise environnementale, c'est quelque chose de plus lointain. Et finalement, les écologistes, en particulier Friends of the Earth, par l'entremise de Amory Lovins, reprend cette idée-là, et surtout recycle une vision du monde technologique comme quelque chose de très malléable, quelque chose qui évolue très vite. Et Amory Lovins, qui est souvent présenté comme le grand précurseur sur les renouvelables, en 1976, il expliquait déjà que les renouvelables allaient tout manger en 30 ans, quoi. Qu'il fallait 30 ans pour faire basculer entièrement le système énergétique américain des fossiles vers les renouvelables. La personne qui va vraiment donner une ampleur mondiale à cette idée de transition énergétique, c'est un président américain qui s'appelle Jimmy Carter. Et le 18 avril 1977, il fait un grand discours à la télévision où il dit, il fait un cours d'histoire, c'est assez étrange. Il dit voilà, par le passé, les États-Unis ont fait déjà 2 transitions énergétiques, l'une du bois au charbon, l'autre du charbon au pétrole, et maintenant il faut faire une 3e transition énergétique. C'est à partir de cette date que le mot transition énergétique se diffuse à l'échelle mondiale. Dans les colonnes du Monde, c'est quelques mois après qu'on le retrouve. Quelques années après, en 1980, il y a une grande conférence sur la transition énergétique à Nairobi, sur les renouvelables, etc., où on retrouve le même genre de problème qu'on discute maintenant à l'échelle internationale, dès 1980. Donc c'est vraiment un discours très, très important. Alors, quand il parle de transition énergétique, Jimmy Carter commente ce graphique-là, qui est une vision, une représentation graphique extrêmement originale de l'évolution des systèmes énergétiques. Où là, vous voyez 2 belles transitions énergétiques. Avant, il y avait beaucoup de bois, après, il y a eu beaucoup de charbon, et puis maintenant, il y a beaucoup de pétrole. Évidemment, l'astuce, vous la voyez tous, c'est que vous avez tout mis en relatif. Vous faites passer toutes les sources d'énergie en relatif, et c'est vrai qu'il y a tellement de charbon en 1920 que le bois ne paraît plus grand-chose. Donc ça donne cette illusion de transition. Mais normalement, l'énergie, à cette époque-là, on la représente comme ça. Donc là, vous voyez, la vision de la transition est beaucoup moins palpable. Donc cette représentation graphique de l'énergie, elle est extrêmement originale, extrêmement hétérodoxe, elle est nouvelle. Et elle a été plagiée par les experts américains de 1977, elle a été plagiée sur les travaux de ce monsieur,
qui est un Italien qui s'appelle Cesare Malchetti. Et ce Cesare Malchetti, c'est quelqu'un d'assez fascinant. J'ai eu la chance d'interviewer il a 99 ans. Et Cesare Malchetti, il a un rôle fondamental dans la diffusion de cette idée de transition. Si vous voulez, il fournit des outils intellectuels qui sont au cœur de l'idée de transition. Alors, Cesare Malchetti, il est connu comme le grand promoteur de l'économie hydrogène. Dès le milieu des années 1960, il explique en fait que l'hydrogène, c'est la clé du futur de l'énergie parce que si vous n'avez pas d'hydrogène, le nucléaire reste cantonné à la production électrique. Pour que le nucléaire puisse conquérir le marché des hydrocarbures, il faut un carburant liquide et ça va être de l'hydrogène. Alors, sa vision, c'est qu'on va construire des énormes centrales atomiques au milieu des océans. Comme ça, il n'y aura pas de voisins pour aller. On va hydrolyser, électrolyser l'eau de mer pour produire de l'hydrogène. Et ensuite, cet hydrogène sera exporté dans le monde entier. Quant aux déchets atomiques, ils sont tellement chauds qu'on les laissera s'enfoncer dans le socle basaltique des océans par leur propre chaleur. Ils s'enfonceront comme ça dans la croûte terrestre. Donc il a ce côté un peu docteur Folamour, mais qui est important parce que il y a un journal qui est fondé en 1974 qui s'appelle Journal of Hydrogen Energy. C'est Cesare Malchetti qui est considéré un peu comme le père fondateur de ce journal-là. Et dans ce journal-là, vous avez toutes les technologies dont on discute en ce moment autour de l'hydrogène. Les avions à hydrogène, les électrolyseurs, tout ça, c'est déjà dans les colonnes, dans les livraisons de cette revue dès 1974-76. Bon. Donc Cesare Malchetti, il a ce côté docteur Folamour, mais il a un côté qui est beaucoup plus intéressant, qui est son côté historien. En 1975, il est recruté dans un institut qui s'appelle le IIASA. Le IIASA, c'est International Institute for Applied System Analysis. C'est un institut qui a été créé en Autriche, qui est un institut international, qui a la particularité de regrouper des savants de l'Est et de l'Ouest. Et c'est un peu la réponse au Club de Rome. Vous connaissez peut-être le rapport au Club de Rome, les époux Meadows, l'idée qu'il va y avoir un effondrement de la civilisation industrielle d'ici 2030. Et en fait, le IIASA, son but, c'est d'utiliser la même méthodologie, à savoir utiliser des ordinateurs et des simulations numériques pour montrer qu'il y a des scénarios qui permettent de faire des transitions douces, c'est l'expression qu'ils emploient, hors des fossiles en 50 ans. La question ressemble furieusement à celle qu'on pose au groupe 3 du GIEC maintenant. Alors, au IIASA, donc, c'est le groupe énergie qui s'occupe de faire ce genre de travail. Et ce qu'ils font, donc, c'est des scénarios. Ce qui est intéressant, c'est que les modèles, donc le MEDE, MESSAGE, qui sont les modèles mathématiques qui permettent de coupler énergie, économie, ressources, on les retrouve encore dans les scénarios qui sont actuellement utilisés par le groupe 3 du GIEC. Donc, c'est vraiment la racine intellectuelle de ce groupe 3 vient au départ du IIASA. Alors, Cesare Malchetti est très critique de cette méthode. Il dit en fait cette méthode par scénario, ça donne l'impression confortable qu'on gouverne le monde énergétique, qu'on gouverne le système énergétique global, que les gouvernements ont prise sur cet énorme ensemble de choses, de machines, de ressources, de consommateurs, d'habitudes, etc. Cet énorme ensemble de capitaux aussi, qu'il y a plein de trajectoires possibles en fonction des politiques qu'on prend. Et Cesare Malchetti, lui, est très déterministe. Et il dit, en fait, le futur de l'énergie ne se lit pas dans les lignes de code informatique, ça se lit dans l'histoire. Et il va commencer à compulser, de manière assez impressionnante, des statistiques historiques sur l'énergie pour le monde entier. Ce qu'il veut faire, pour anticiper le futur, c'est utiliser une méthode de prédiction assez ancienne, qui est l'utilisation de la courbe en S, ou courbe logistique. La courbe en S, vous la connaissez tous, donc c'est une courbe en forme de S qui modélise bien les phénomènes de diffusion. On en a beaucoup parlé pendant la pandémie, évidemment, parce que vous voyez, au début, ça va lentement. Après, quand plein de gens sont infectés, ça va plus vite. Et puis, quand tout le monde a eu le virus, ça sature. Ça marche bien pour les virus, ça marche aussi bien pour les technologies. La diffusion d'une technique suit généralement une courbe en S. C'est un modèle de substitution logistique. Alors, Cesare Malchetti va appliquer un modèle qui était couramment utilisé pour anticiper la diffusion des technologies à l'énergie, aux énergies primaires. Il a bien conscience que c'est, disons, un grand pas, qu'il y a quelque chose d'assez risqué à faire ça, mais ça a l'air de marcher merveilleusement bien. Donc, vous voyez les courbes où il y a des petits hauts et des bas, c'est les données empiriques historiques.
sur la proportion du charbon, la proportion du pétrole, la proportion du gaz naturel. Et puis les belles courbes lisses, c'est les résultats donnés par le modèle. Ça a l'air de super bien marcher. Et donc il est persuadé d'avoir découvert la clé en fait pour comprendre le futur de l'énergie, c'est d'utiliser cette courbe de substitution logistique. Le problème, c'est ce que je vous ai expliqué dans toute la première partie de mon exposé, c'est que ce modèle de substitution, qui marche plus ou moins bien pour les techniques, quand je dis plus ou moins, c'est parce qu'en fait les nouvelles techniques ne remplacent pas forcément les anciennes. De manière triviale, vous avez dans vos placards à la fois des aspirateurs et des balais. De manière moins triviale, le béton n'a pas du tout fait disparaître les briques. Donc en fait, ça ne marche pas si bien que ça. Ça ne marche pas du tout pour les énergies, puisque les énergies sont très étroitement imbriquées, intriquées et pris dans des relations symbiotiques. Ce modèle logistique, en fait, il est très présent encore dans la compréhension de l'énergie. Ça, c'est un graphique qui est tiré du chapitre 2 du rapport du GIEC. Vous voyez, ils ont encore en tête une vision de substitution logistique avec une nouvelle énergie, un nouvel système énergétique qui va entièrement remplacer un autre. Cette vision de la transition énergétique, du système énergétique comme quelque chose qui est profondément marqué par des dynamiques de substitution, ça intéresse très fortement un groupe économique qui sont évidemment les pétroliers. Dans tous les rapports sur la crise énergétique, sur la transition énergétique de la fin des années 70 que j'ai pu lire, en fait, la question du changement climatique est déjà présente. Ce n'est pas le défi numéro 1, mais c'est le problème clairement qui est en deuxième rang. C'est un problème très sérieux. Les gens sont convaincus qu'effectivement, le CO2 réchauffe le climat et qu'à terme, ça va être un problème. En 1982, un climatologue américain qui s'appelle Jim Hansen, qui a eu un rôle important dans la diffusion de l'alerte climatique aux États-Unis et bien au-delà, invite Edward David, qui est le chef de la R&D d'Exxon, à donner une conférence sur le changement climatique. Et la conférence d'Edward David est, je trouve, particulièrement intéressante. Edward David, à ce moment-là, n'est pas climato-sceptique. Il le deviendra dans les années 90, mais en 82, il dit oui, effectivement, il y a un effet de serre. C'est une évidence d'ailleurs, c'est de la vieille science. C'est de la science de la fin du 19e siècle. Là, il y a vraiment, c'est pas très intéressant au fond. Il dit ce qui est intéressant, c'est un problème chronologique. Qu'est-ce qui va arriver en premier entre la catastrophe climatique et la transition énergétique? Et c'est assez astucieux parce que en fait, le tempo, la chronologie de la catastrophe climatique, elle est relativement floue et elle est assez lointaine. Les climatologues à la fin des années 70, ils proposent ce genre de chronologie. Le changement climatique sera sensible en l'an 2000. Il aura des conséquences économiques en 2020 et il sera catastrophique en 2070. Quand vous écrivez ça en 1978, 2070, ça paraît assez loin. Et le climatologue qui écrit ça, dont le nom m'échappe à l'instant, il continue en disant 2070, ça nous laisse largement le temps de faire une transition énergétique. Tout le monde sait qu'il faut 50 ans pour faire une transition énergétique. Et en fait, cette affirmation qu'il faut 50 ans pour faire une transition énergétique, on la retrouve sans cesse répétée dans les années 70-80, on la trouve encore répétée de nos jours, alors qu'en fait, on n'en sait rien. Vu qu'on n'a jamais fait de transition énergétique, on ne sait pas combien de temps ça prend pour faire une transition énergétique. Ce chiffre de 50 ans, qui est vraiment une sorte de boîte noire qui est très peu interrogée, il vient d'une part du fait qu'une centrale thermique au charbon, en gros, on estime que ça a 50 ans de durée de vie, donc c'est le temps de rotation du capital, donc voilà, il faut 50 ans pour faire une transition énergétique. Il y a quand même un énorme écart entre fermer une centrale thermique au charbon et évidemment faire basculer tout le système énergétique hors des fossiles. Bon, passons là-dessus. Et ça vient en fait aussi de ce rapport du IEASA dont je vous ai déjà parlé, à qui on avait demandé de faire des scénarios de transition douce en 50 ans. Donc ça vient de là, mais c'est vraiment, ça se fonde sur pas grand-chose. Et donc, Edward David, il enfourche, si vous voulez, le cheval de la transition en disant tout le monde sait que le système énergétique, c'est un système en transition, que les États-Unis et le monde sont à l'aube d'une grande transition. Quand il dit ça, il ment, très clairement. Quelques mois après, il est à Pékin et il dit la grande énergie du XXIe siècle, ça sera le charbon. Ce sur quoi, pour l'instant, il n'a pas eu tort. Donc, je conclurai sur ce point-là, c'est qu'en fait, la transition énergétique, pour résumer mon propos, c'est un futur qui est quand même très hétérodoxe, au fond. Et c'est une vision fausse de l'histoire de l'énergie.
Et c'est un futur qui s'est toujours ancré dans une culture historique sur l'énergie qui était fausse. La transition énergétique, ça a été une forme plus soft, plus atténuée de déni du changement climatique, en fait. Au bout d'un moment, dire qu'il n'y a pas de changement climatique, pour les compagnies pétrolières, ça ne peut plus marcher. Enfin, je veux dire, quand les savants disent non, mais maintenant on est sûr à 99,9% que c'est causé par les humains, etc., ça n'a plus aucun sens, quoi, de dire non, non, il y a des doutes, il y a des dissensus, etc. Évidemment, ça ne passe plus. Et puis maintenant, c'est sensible par tout un chacun. Donc c'est sûr que la question du climato-scepticisme, ça ne peut plus marcher. Par contre, l'idée de transition énergétique, l'idée que face à la crise climatique, il faut faire une transition énergétique, ça, tout le monde est d'accord, c'est assez consensuel, c'est vrai qu'il faut faire une transition énergétique. Le problème, c'est que la transition énergétique, elle projette une histoire fausse sur un futur qui reste largement fantomatique. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Baptiste Fressoz. Je ne résiste pas à l'envie de vous poser une question qui est difficile pour un historien, parce qu'il faudrait être futurologue, mais l'actualité fait qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une nouvelle crise énergétique, ou non d'ailleurs, avec beaucoup de guillemets, je vous laisserai le dire. Est-ce que cette guerre en Ukraine et les effets visibles, sensibles qu'elle a aujourd'hui dans nos sociétés a un effet déjà perceptible sur l'idée même de transition énergétique, une remise en cause, l'exploration de nouvelles voies, ou est-ce qu'il est encore beaucoup trop tôt pour l'historien que vous êtes pour vous prononcer ? Alors, ce que ça montre notre énorme dépendance au gaz, en fait. C'est ça qui était assez impressionnant. C'est-à-dire que l'industrie allemande, en fait, en particulier, dépendait énormément du gaz et que c'est très dur de s'en passer. Et que la seule solution à court terme, et sans doute pas tant que ça à court terme, c'est d'en importer d'ailleurs. Et donc, le problème, c'est que la guerre en Ukraine, pour l'instant, ce que ça fait, ça va recarbonner l'économie européenne. Parce que le gaz qu'on importe des États-Unis, c'est du gaz liquéfié. Le gaz liquéfié, ça veut dire qu'on le refroidit à moins 160 degrés. Autant vous dire que ça consomme beaucoup d'énergie. Et après, on le transporte par bateau, il faut le déliquéfier, etc. Donc en fait, c'est du gaz qui émet 2 fois plus de CO2 que le gaz naturel. Donc on arrive au résultat où le gaz qu'on consomme émet autant que le charbon. Vous voyez ? Donc pour l'instant, non, la guerre en Ukraine, c'est une très mauvaise nouvelle, en fait, à mon avis, pour l'environnement. Puis il y a plein d'autres raisons, en fait. C'est qu'il va falloir reconstruire l'Ukraine, reconstruire les infrastructures, et tout ça, c'est du ciment, c'est de l'acier, donc c'est énormément de CO2. Et donc voilà, et puis je dirais, d'une manière générale, poser la question comme ça montre qu'on n'a pas compris l'énormité du problème, quoi. Parce que, aussi dramatique que soit la guerre en Ukraine, et la catastrophe que ça représente pour les Ukrainiens, évidemment, le changement climatique, c'est en fait l'ensemble de la seconde nature qu'on a construit depuis 2 siècles. C'est tout, c'est dans tous les pays, c'est absolument massif, quoi. C'est tous les bâtiments qu'on habite, c'est tous nos transports, c'est les matériaux de construction, c'est l'essentiel aussi de l'agriculture, en fait, qui dépend des fossiles. Et donc, imaginez que la guerre en Ukraine, aussi dramatique qu'elle soit un événement tel à faire basculer cette énorme chose-là. Vous voyez, il y a vraiment un écart entre la cause et l'effet, quoi, qui est gigantesque, en fait. En écoutant la conclusion de votre conférence, j'ai pensé à un terme que vous évoquez, que vous utilisez dans vos livres, qui est le concept d'agnotologie, et qui me paraît particulièrement éclairant. J'aimerais simplement que vous nous en parliez. Alors, c'est un mot qui a été inventé par Robert Proctor, qui est un historien des sciences américain, qui a écrit un livre super sur le tabac, que je vous conseille. Alors, il a été traduit en français. En anglais, le titre, c'est Golden Holocaust. Je ne sais pas c'est quoi le titre français, mais c'est sûr, en gros, comment les compagnies de tabac ont réussi à instiller du doute à partir des années 50 sur le fait que le tabac causait le cancer. Dès 52-53, il y a cette stratégie qui est de dire on va faire croire qu'il y a un débat parmi les scientifiques, alors qu'il n'y en avait pas. Et ce qui est très intéressant dans son livre, c'est qu'il montre à quel point l'industrie du tabac, ce faisant, a produit de la bonne science. C'est ça le pire. C'est-à-dire à vouloir montrer plein de causes de cancer autres que le tabac, ils ont découvert des choses intéressantes. Et par exemple, Prusiner, qui est le découvreur du prion, avait été financé par les industriels du tabac. Mais le point important de ce livre, c'est cette méthode qu'on retrouve très fréquemment dans plein de problèmes. C'est de dire, vous voyez, c'est multifactoriel, c'est pluricausal,
causale, etc., quand des fois il y a une cause très dominante. On a eu la même chose pour la disparition des insectes et des abeilles en particulier, où d'un coup on a plein de papiers scientifiques qui sortent sur le varon des abeilles, sur varroa des abeilles, sur plein de causes potentielles de disparition des abeilles, mais qui servent à masquer en fait l'énorme importance des néonicotinoïdes, de pesticides très perfectionnés qui arrivent à désorienter les abeilles à des doses absolument infinitésimales et qui produisent et pas que les abeilles, parce que évidemment les abeilles c'est juste une population témoin en fait de tous les insectes volants. Donc vous voyez, c'est vraiment un concept qui est intéressant, qui montre que tout comme le savoir se fabrique, l'ignorance se fabrique. Et donc c'est un peu agnotos, en fait agnos c'est ignorance, et c'est un peu le pendant de l'épistémologie qui était la discipline classique d'étude des sciences. Moi ce sur quoi j'insiste dans l'Apocalypse joyeuse et puis là dans ce travail-là, plus que de l'ignorance, parce que je pense qu'en fait le climato-scepticisme a sans doute joué un rôle dans le retard à l'allumage, ce qui est important c'est la désinhibition, quoi. C'est-à-dire en fait comment, malgré le fait qu'on sait tout parfaitement, on continue comme avant. Et je crois que la transition énergétique a été un très bon outil de désinhibition. C'est-à-dire pour faire en sorte que le monde économique continue exactement comme il est, en fait, avec autant d'automobiles, avec à peu près autant de pétrole qu'on consomme, etc., il faut se donner un horizon, et c'est cet horizon de la transition énergétique. Voilà, on est en train de faire une transition énergétique, même si dans les faits, les émissions de CO2 ne diminuent pas très très vite, quoi. Alors, autre idée historiquement fausse et qui contribue justement à ces phénomènes d'ignorance volontaire et de désinhibition, c'est celle d'une prise de conscience récente des changements climatiques et environnementaux. C'est le cœur des révoltes du ciel, le travail que vous avez mené avec l'historien Fabien Locher sur le temps long, puisque vous partez du XVe siècle. Vous montrez que les hommes et les sociétés n'ont cessé de s'interroger sur les effets possibles de l'action humaine sur leur environnement, sur la nature, sur les forêts, sur le cycle de l'eau. Qu'est-ce qui a fait que finalement, dans les années 60-70, on s'est tout d'un coup rendu compte que le problème existait, alors que la question était posée depuis 5 ou 6 siècles? Pourquoi cette occultation? Et comment en êtes-vous venu avec Fabien Locher à travailler sur ce sujet? Alors, j'aurais du mal à résumer en 5 minutes le livre qui nous a pris énormément de temps, et on a pris pas loin de 8 ans ou 9 ans pour l'écrire, donc c'était un gros travail. On a fait d'autres choses aussi à côté, mais, je vous rassure pour vos deniers publics. Mais en gros, les révoltes du ciel, ça parle d'un autre changement climatique qui est lié à la déforestation et à la perturbation du cycle de l'eau. Ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement une question qui émerge surtout avec la question de la colonisation de l'Amérique, parce que la question c'est comment ça se fait que le climat soit si différent entre l'Amérique et l'Europe à même latitude. L'explication, c'est qu'on n'a pas encore mis au travail le sol, on n'a pas encore déforesté, on n'a pas encore asséché les marécages. Et en fait, c'est un argument très puissant pour justifier la colonisation et l'appropriation des terres. Parce qu'à cette époque, dire que la terre n'a pas été travaillée, ça veut dire qu'elle n'a pas de propriétaire. Et donc, c'était un moyen très puissant de dire que les Indiens, en fait, n'ont pas travaillé la terre, ils n'en sont pas propriétaires. Et cet argument, on le trouve dès le milieu du XVIe siècle par les impérialistes espagnols. Fernández de Oviedo, qui est le gouverneur de Saint-Domingue, dit il n'y a même pas de chemin, ça ressemble plus à des sentiers de lapins. Et donc c'est vraiment cette idée que les Indiens ne sont pas en possession du sol parce qu'ils ne l'ont pas travaillé. Et c'est pour ça que le climat est aussi épouvantable. On lui trouve tous les défauts, trop humide, trop chaud, trop froid au Canada, etc. Donc dans tous les empires coloniaux, que ce soit en France, enfin Nouvelle-France, Nouvelle-Angleterre, Nouvelle-Espagne, il y a cette idée qu'une fois qu'on aura travaillé le sol, déforesté, en fait on aura un climat analogue au pays, l'Europe, quoi. Donc la Nouvelle-France sera vraiment comme la France, avec un climat comme en France, etc. Bon. Donc ça, c'est vraiment une question qui émerge dans le sillage de la colonisation de l'Amérique. Donc au départ, c'est un discours impérial d'amélioration du climat. Ça va devenir un discours de catastrophe climatique à la fin du XVIIIe siècle, en particulier en France, à cause de la Révolution française. Parce que on va politiser le climat. Les révolutionnaires vont dire... Vous savez qu'en 1789, il y avait eu des séries de mauvaises récoltes et de mauvaises saisons. Et c'était la faute à la monarchie, qui avait mal géré le sol français, qui avait trop coupé de bois, qui avait laissé proliférer les marécages. Et les révolutionnaires, ça va être une forme de régénération. Enfin, la révolution va être une forme de régénération climatique. Manque de chance, ce discours va vite retomber sur le nez des révolutionnaires parce que
dès juillet 1789, les paysans se remettent à faire leur bois dans des forêts qui appartenaient aux aristocrates. Enfin, qui appartenaient entre guillemets, parce que les aristocrates, depuis les années 1760, s'étaient appropriés des forêts communales, parce que le bois coûtait de plus en plus cher, et donc ça leur permettait de gagner de l'argent comme ça. Donc il y a tout un discours sur le vandalisme dans les forêts, etc., un discours angoissé sur la catastrophe dans les forêts et la catastrophe climatique qui va être causée. Et en fait, la question du changement climatique devient un discours de gouvernement des paysans, des masses paysannes libres. Ça revenait à leur dire, en fait, il faut que vous respectiez les forêts parce que sinon vous allez produire des catastrophes météorologiques et donc sur vos propres récoltes. Donc voilà, en France, il y a vraiment toute une prolifération de discours gouvernementaux sur le changement climatique qui va avoir un rôle important en Algérie, où là, ça va plutôt être les Arabes et les musulmans qui ont dégradé le climat de l'Algérie, ce sont des nomades, ils ne gèrent pas bien le territoire, etc. Et les Français vont finalement régénérer le climat d'Afrique du Nord, parce que c'est un peu les descendants de Rome. Et à l'époque romaine, l'Afrique du Nord était une pourvoyeuse importante de grains pour Rome. Ce discours ensuite va se diffuser dans les autres empires coloniaux, donc ça prend une ampleur globale à cause de ce discours français révolutionnaire et colonial. Alors, toujours est-il que ce débat-là, il avait vraiment trait au cycle de l'eau et au changement climatique lié au cycle de l'eau. Ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de ce débat émergent en fait des savoirs hyper importants pour étudier le changement climatique encore maintenant. C'est à cause de ça qu'on se met à faire de la climatologie historique, à étudier les bancs de vendange, à étudier l'évolution des glaciers, à étudier des vieux registres météorologiques. Donc il y a une prolifération vraiment de bonnes sciences, j'ai envie de dire, dès la fin du XVIIIe siècle, où par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, les savants suisses, ils ont compris qu'il avait fait très froid par le passé. Et donc, ils découvrent l'idée d'âge glaciaire. En fait, dès 1820, il y a des textes vraiment sur cette idée que par le passé, il a fait très froid. Voilà. Donc, ce grand débat sur le changement climatique, disons lié au cycle de l'eau, il tend à s'affaisser de lui-même, je dirais, à la fin du 19e siècle, du fait des avancées scientifiques principalement. Parce que, par exemple, la théorie des âges glaciaires, on comprend qu'il y a eu des énormes variations climatiques et a priori, ce n'est pas les humains qui ont causé ça, quoi. Donc on a plutôt la vision d'une humanité qui est prise dans des grands cycles climatiques et plus d'une humanité qui fabrique le changement climatique. La question du carbone et du CO2 et de son effet sur le climat, elle émerge dans le monde savant à partir des années 1860. Vous voyez, ça fait vraiment longtemps. C'est Tyndall, qui est un savant britannique qui s'intéresse à cette question. Dès la fin du 19e siècle, on a des textes très clairs sur le fait que oui, le CO2 joue un rôle sur l'effet de serre, et que le CO2 augmente parce qu'on brûle beaucoup de charbon. Donc ça, c'est des textes de 1900-1905. Hein. Il y a une confiance sur le fait que c'est pas un gros problème, encore que, c'est compliqué. Il y en a qui disent, en fait, c'est pas grave parce que le CO2 va être absorbé par les océans. Donc ça, c'est des savants français qui découvrent le rôle des océans dans le cycle du carbone fin 19e siècle. Et par exemple, des savants anglais ou suédois qui parlent de changement climatique dans les années 1900 ou dans les années 1930, ils disent oui, effectivement, on fait du changement climatique, mais c'est bien, parce que ça va éviter l'arrivée du prochain âge glaciaire. Voilà. Et puis, c'était Arrhenius en Suède, pour lui, le changement climatique, c'est plutôt positif. Donc il y avait déjà cette idée que l'homme transformait très profondément le climat, mais ce n'était pas un gros problème. Il y a une très grande avancée scientifique qui est lié à un des acteurs dont je vous ai parlé à l'instant, qui est donc Harrison Brown. En fait, les savants atomistes dont je vous ai parlé, ceux qui inventent l'idée de transition énergétique, ce sont aussi les premiers à étudier de manière très nouvelle le changement climatique. Pourquoi ce sont eux ? Parce qu'ils ont les outils scientifiques pour le faire. Ils ont ce qu'on appelle les spectrographes de masse qui permettent de mesurer les proportions d'isotopes. Et ça, c'est très important pour dater, pour dater des carottes glaciaires, etc. Et Harrison Brown, dès 1952, il a un projet de recherche sur ça, en fait. Harrison Brown, c'est celui qui va diriger en postdoc David Keeling. David Keeling, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est sans doute si vous voulez, une sorte de héros du changement climatique, s'il en faut d'ailleurs, mais c'est assez puéril, mais c'est lui qui va produire cette courbe à l'observatoire de Mauna Loa, à Hawaï, où on voit le CO2 qui ne fait absolument que augmenter, la proportion de CO2 dans l'atmosphère qui ne fait que augmenter. Il commence en 58, si je me souviens bien, ça fait que augmenter, donc c'est là où on sait qu'on était à 200... je pense qu'on devait être à 300 peut-être en 1958, et maintenant on est à 414. Ça vient de ce dispositif instrumental-là. Et c'est une courbe qui est très belle parce qu'on voit la courbe qui oscille comme ça année après année. Alors pourquoi elle oscille ? C'est parce que la végétation respire. Et en fait, au printemps, comme il y a plus de surface continentale dans l'hémisphère nord, au printemps, il y a
les arbres qui poussent, les feuilles, etc., ça capte un peu de carbone et ça diminue un petit peu. Et puis évidemment, en hiver, il y a du relargage et donc ça réaugmente. Donc on voit la planète respirer, si vous voulez, sur cette courbe. C'est une courbe qui est vraiment emblématique en fait, de la question du changement climatique. Donc si vous voulez, les savants atomistes, d'une part, ils ont les outils, qui sont un spectrographe de masse à cette époque, c'est très cher, il est très compliqué à manipuler. Et puis ils ont aussi un intérêt. Parce que ce dont je ne vous ai pas parlé dans l'exposé, c'est qu'en fait, dès 1953, il y a des rapports de l'AEC, de l'Atomic Energy Commission, qui disent, un, il n'y aura plus de charbon, et deux, si on brûle tout le charbon, oula, on a des parties par million de CO2 dans l'atmosphère qui deviennent vraiment inquiétantes. Et donc, a priori, il y aura du changement climatique. Ça, c'est en 1953, et c'est un rapport de l'Atomic Energy Commission. Donc, vous voyez, très tôt, en fait, l'argument du changement climatique, les atomistes avaient bien compris que c'est un très bon argument pour l'énergie atomique. En fait, ils avaient découvert un problème qui était beaucoup plus gros que la solution qu'ils proposaient. Ça, on s'en rend compte maintenant. Donc vraiment, les savoirs importants qui transforment, si vous voulez, notre appréhension du changement climatique, c'est les années 50. Un article fondamental, c'est un article de Roger Revel et Hans Suess, S-U-E-S-S, je ne sais pas comment on prononce ça, qui étudie, lui, en gros, la manière dont l'océan se remue, les grands cycles d'eau dans l'océan. C'est financé par l'AEC qui voudrait se débarrasser de résidus radioactifs liquides. Et ils veulent savoir, justement, connaître les grands courants océaniques. Et c'est lui qui montre que non, finalement, l'océan n'absorbe qu'une petite partie du CO2 qu'on émet dans l'atmosphère. Et donc, oui, l'effet de serre, ça va se poser. La question va se poser. Et c'est lui qui emploie cette expression assez incroyable qui est de dire l'humanité est en train de faire une expérience géophysique. Et donc, il faut étudier ça. Et vraiment, ces textes de 1956, c'est lié aussi à la paléoclimatologie qui progresse grâce aux isotopes. Donc, c'est vraiment des savoirs très liés à l'atome, en fait, du milieu des années 50, où j'ai envie de dire les bases fondamentales, elles sont là, quoi. Depuis, on a beaucoup affiné, surtout en termes de modélisation, etc. Mais au fond, on sait à quoi s'attendre depuis le milieu des années 50, j'ai envie de dire. Jean-Baptiste Fressos, je vous propose, parce que l'heure tourne, de nous tourner vers la salle. J'imagine qu'il y aura pas mal d'interventions et de questions. On a des micros qui sont prêts à venir jusqu'à vous, mais pour cela, il faut lever la main et avoir le courage de poser la première question. Bonsoir. Donc j'avais deux questions. Tout d'abord, sur le début de l'exposé, vous avez dit que donc, les consommations de bois, de charbon ont augmenté même après l'apparition des autres énergies. Mais est-ce que au niveau de la consommation par habitant, ça a aussi augmenté, ou alors c'est parce qu'on était beaucoup plus nombreux que ça augmente? Non, ça augmente beaucoup par habitant. Si vous prenez le bois, la consommation de bois en Europe, on était à 120 millions de mètres cubes en 1914. Là, on est à 200 millions de mètres cubes de bois primaire, c'est-à-dire de bois qu'on brûle directement. Plus, il faut rajouter 250 millions de mètres cubes de bois secondaire, sciure, liqueur noire dont je vous ai parlé, et tout le carton. Le carton qu'on utilise en permanence pour toute la logistique. En fait, ça finit souvent incinéré. Donc ça, c'est aussi de la production énergétique. Et le rapport qui est vraiment passionnant récent sur la biomasse, qui traque vraiment cette biomasse du bois, il estime qu'en gros, les 2/3 du bois finissent par être brûlés au final. Et donc, on serait à 450 millions de mètres cubes de consommation de bois énergétique. Donc, passer de 120 à 450. Je n'ai pas en tête la démographie européenne là tout de suite, mais c'est sûr que ça n'a pas été multiplié par 3. Voilà. Non, même par habitant, on consomme de plus en plus de bois, y compris dans les pays riches. C'est ça qui est assez troublant, en fait. Moi, quand j'ai lu ce rapport qui est tout récent, j'étais vraiment très troublé, en fait. Et du coup, pour ma deuxième question... Le charbon, c'est pas le cas. Là, je précise, les Européens, enfin les Français en particulier, consomment moins de charbon par habitant maintenant, évidemment, qu'en 1960. C'est pas le cas pour tout. Et est-ce que, si on arrive à faire de la fusion nucléaire, est-ce que ce sera ça une vraie transition énergétique, ou est-ce que, comme les autres, ça ne marchera pas? Alors, ça, c'est... Mettons que ITER marche, etc., et puis qu'ensuite on mette encore 20 ans pour construire une belle centrale à fusion. Mais qu'est-ce que ça change? Mais ça ne change rien du tout. Parce que vous aurez une centrale ici, vous n'aurez pas des centrales de partout dans le monde entier. Et puis, ok, vous ferez de l'électricité, mais est-ce que vous allez faire tout le reste? Les engrais, le ciment, l'acier, vous voyez, et toute la métallurgie, en fait. Je parle de l'acier, mais c'est toute la métallurgie. On a besoin de réducteurs, en fait. Et donc, faudrait de l'hydrogène. Alors voilà, vous allez me dire, on va faire de l'hydrogène à foison. Le problème, c'est que les rendements sont très mauvais. Il y a des projets pour décarboner l'acier avec l'hydrogène. Ça fait partie des grandes promesses, des grands défis qu'il faudrait parvenir à réaliser. Mais en fait,
Donc là, il y a deux entreprises qui disent qu'ils vont faire de l'acier à hydrogène. C'est Hybrid en Suisse et Arcelor en France et en Allemagne. Leur projet, c'est sur 1 et quelques millions de tonnes d'acier à hydrogène. La production, dans quelques années, la production mondiale d'acier, c'est 1,8 gigatonnes, milliards de tonnes. Donc on est 1000 fois au-delà. Vous voyez, les ordres de grandeur ne collent pas du tout. Et puis cet hydrogène, il faut le produire. Il faudrait énormément d'énergie renouvelable. Donc mettons qu'on fasse ça avec des éoliennes. J'ai des calculs un peu de coin de table faits à partir d'un rapport comme de l'Union européenne. Il faudrait de l'ordre d'1 million d'éoliennes pour produire l'hydrogène qui permettrait de faire l'acier sans carbone. Mais 1 million d'éoliennes, ça commence à faire beaucoup d'acier aussi. Donc vous voyez, on arrive à des choses assez absurdes en fait, en vérité. Voilà. Ça ne veut pas dire que, enfin, vous voyez, peut-être qu'il y aura une technologie miraculeuse qui font que d'un coup l'acier poussera sur les arbres, mais il y a peu de chances. Et comment dire, ce qui est plus probable, c'est qu'on trouve un substitut à l'acier à la limite qui consommerait moins de carbone, peut-être, ça je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'acier, c'est quand même un pilier du monde industriel depuis très longtemps. Et tous nos bâtiments reposent sur de l'acier, le ciment armé, toutes les infrastructures routières et les moyens de transport reposent sur l'acier, etc. Donc c'est vraiment un pilier vraiment fondamental du monde industriel et de l'économie. Et ça, objectivement, il y a peu de chances qu'on le décarbone dans les horizons temporels impartis par les fameux 2 degrés, quoi. Autre chose, donc ciment et acier, c'est très dur à décarboner. Chacune de ces grandes industries, c'est 8% des émissions de CO2, 8 ou 9%. Donc à tous les deux, on est à 10, 16, 19, 18% des émissions de CO2. Ça nous fait déjà sortir des clous de l'accord de Paris. Vous voyez, donc c'est vraiment pour ça que c'est vraiment, quand je dis que c'est hétérodoxe, c'est très ambitieux en tout cas. Voilà, l'idée de transition énergétique. Je crois qu'on a une question tout là-haut. Bonjour, oui, notre biosphère vieillit à grande vitesse depuis l'ère industrielle et on n'utilise pas les grandeurs thermodynamiques pour déterminer cette vitesse de dégradation. Or, il y a une grandeur bien connue qui s'appelle l'entropie, qui veut dire transformation en grec, qui permet de mesurer la vitesse du vieillissement. C'est-à-dire que ce vieillissement est dû en fait à la création d'entropie. Et cette entropie vient en particulier quand on transforme une énergie thermique en une énergie noble, comme l'électricité ou l'énergie mécanique. Et quand on voit nos voitures, par exemple, les rendements sont dérisoires, de l'ordre de 30%, et le reste part en entropie, c'est-à-dire 70% qui part en entropie, qui participe au réchauffement climatique et qui est définitivement perdu. Parce que cette entropie mesure l'irréversibilité des réactions. Par exemple, quand on est passé des locomotives à vapeur aux locomotives électriques, on a économisé du charbon. Parce que les locomotives à vapeur avaient un rendement de 5%, les centrales thermiques pour faire de l'électricité avaient des rendements de 30%. Ce qui veut dire qu'en gros, avec la même quantité de charbon, on pouvait faire rouler 4 locomotives électriques de même puissance par rapport à cette locomotive à charbon. Autre cause d'entropie, c'est la dilution. Et en particulier, justement, le CO2 qu'on dilue dans l'atmosphère. Et si on fait un calcul assez simple, il faudrait 2,7 fois plus d'énergie pour le récupérer par rapport au moment où on le traiterait à son origine, à la sortie des cheminées des centrales. Est-ce que vous avez une question, il arrive monsieur ? un moment où on ne peut plus le récupérer rentablement et on a un système complètement irréversible. Oui, enfin, je suis d'accord avec globalement ce que vous avez dit, donc voilà, je sais pas. Non, là, enfin, il y a 2 points qui me semblent intéressants. Bon, premièrement, effectivement, les techniques sont de plus en plus efficaces. Ça, c'est un phénomène tout à fait remarquable. Mais dans plein de domaines, en fait, les gains d'efficacité, ils sont en partie derrière nous, quoi. Si vous prenez effectivement la production d'électricité, ça a énormément progressé avec, je vous ai parlé des turbines à vapeur, etc. Ça n'empêche pas que, enfin, c'est le fameux paradoxe de Jevons, c'est l'effet rebond, etc. C'est vraiment quelque chose de réel en fait. Moi, j'avais travaillé sur l'emballage, enfin j'ai pas mal travaillé sur l'emballage.
on est passé d'emballages en bois massif à des emballages en carton. C'est infiniment plus économique en bois, l'emballage en carton. Ça n'empêche pas qu'on consomme beaucoup plus de bois pour l'emballage maintenant qu'à n'importe quel moment de l'histoire. C'est des ordres de grandeur qui ont vraiment explosé parce qu'on a beaucoup plus de marchandises à emballer. Donc cet effet rebond, c'est effectivement quelque chose de structurel, quoi. Donc c'est vrai que quelle que soit, si vous voulez, l'élégance du système technologique, il faut absolument réfléchir aux usages. Le deuxième point que vous disiez sur le carbone dilué dans l'atmosphère, ça, c'est un point qui est important et qui est de plus en plus présent dans les derniers rapports du GIEC, c'est ce qu'on appelle les émissions négatives, qui est vraiment quelque chose de très très bizarre. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment les économistes ont accepté autant de parler de ça, quoi, des émissions négatives, et en particulier de ce qu'ils appellent les BECS, Bioenergy Carbon Capture and Storage. Donc c'est l'idée, vous allez faire de l'électricité à partir de bois, vous allez récupérer le CO2 à la sortie des cheminées, et ensuite vous allez le mettre sous le sol. Et maintenant, dans tous les scénarios, vous avez besoin de ce genre de technologie qui, objectivement, a peu de chances d'exister à grande échelle. Drax, c'est un peu ce qu'ils avaient promis, puis ils ne le font pas, en fait. Ils ne captent pas leur carbone. Voilà, donc c'est vrai que cet aspect entropie sur le CO2 dissous dans l'atmosphère qu'on va pouvoir restocker, je pense que c'est important de l'avoir en tête et voir que c'est quand même des artefacts qui servent à faire tenir encore les scénarios à 1,5 degré, par exemple, qui sont indispensables pour ce genre de scénario, en vérité. Et même pour 2 degrés, on en a besoin maintenant. Mais c'est vraiment des chevilles, quoi. Je crois qu'on a une question devant. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Anne Coudrin, une carrière de chercheur derrière moi. D'abord, merci beaucoup pour cette conférence qui ouvre vraiment un regard, un imaginaire tellement différent sur cette histoire de l'énergie, et en plus que vous nous offrez avant même, presque un an avant la finalisation de votre travail. Donc merci. Alors ma question maintenant, j'ai ressenti que dans les premières diapositives que vous avez présentées, la question de l'occurrence des mots tels que décroissance ou sobriété dans le rapport, le 3e rapport du GIEC, vous intéresse, et comme étant trop peu cité ou pouvant être trop peu cité, donc on peut penser que vous dites peut-être qu'il y aurait une piste plus importante de ce côté-là. Et comme vous avez travaillé aussi dans un livre sur l'évolution depuis le XVe siècle, est-ce que ça peut alimenter cette histoire depuis le XVe siècle, un espoir renforcé dans cette voie-là? Alors, objectivement, non, ça, depuis le XVe siècle, je ne peux pas pister ce genre il ne faut pas prendre trop au sérieux cette première diapositive, j'en suis pas du tout content, parce qu'en fait, ils utilisent transition comme un terme très générique pour dire changement en général, quoi. C'est pour ça que c'est pas vraiment la transition énergétique au sens où moi je l'ai employée, et au sens où si elle est employée parfois quand même dans le rapport. Donc faut pas non plus prendre ça pour argent comptant. Ce que je trouve quand même assez frappant, c'est par contre quand ils disent voilà, on a expertisé, on a une base de données de 3100 et quelques scénarios, il n'y en a pas un sur la décroissance. Et là, je pense, c'est pas du tout une mise en cause du travail du GIEC, qui font la synthèse de ce qu'ils estimaient être la littérature scientifique pertinente. Ça veut dire que les économistes n'ont jamais vraiment exploré en fait ça sérieusement, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est embêtant, je trouve. Et que même il faille attendre 2022 pour entendre le mot sobriété dans un rapport sur le climat, c'est vrai que ça pose question sur la communauté scientifique dans ce qu'elle estime légitime d'écrire et de publier, quoi. Et en fait, à quel point on crée aussi les savoirs que les gens ont envie d'entendre, quoi, sur les scénarios qui vont nous permettre de décarboner le ciment, l'acier, etc. Alors, enfin, voilà, ça me pose question, effectivement. Mais une fois encore, et après, je dois aussi préciser, pour tous ces collègues qui travaillent dans le GIEC et qui passent beaucoup de temps, et heureusement qu'ils sont là, dans le rapport du GIEC, il y a des centaines d'auteurs, il y a des chapitres qui sont passionnants. Le chapitre 11 sur l'industrie est hyper riche, hyper intéressant, avec plein de ressources très intéressantes. Le chapitre 2 sur la théorie générale de la transition est beaucoup plus problématique, par exemple. Oui, tout n'est pas raccord non plus, il y a un peu à boire et à manger, quoi. Justement, sur cette façon de voir la transition, ce que vous montrez en termes de symbiose de systèmes énergétiques et de matières premières, est-ce que ça invalide la vision en termes de changement de système socio-technique? Alors, l'idée de système socio-technique, en fait, c'est exactement, effectivement, un peu une interprétation sociologique d'une vision très substitutionniste des techniques.
C'est ça ce qui m'embête. Et en fait, on s'est beaucoup intéressé au système socio-technique. C'est vraiment le terme effectivement qui est très à la mode depuis les années 80, mais assez peu à la matérialité, en fait, à la matière. Et d'une manière générale, on a plaqué sur l'histoire de la matière une histoire des techniques. Mais les deux sont assez différentes, en fait. Et on le voit bien, c'est-à-dire il y a des substitutions technologiques, encore je vous dis c'est plus compliqué, mais il n'y a pas de substitution matérielle. Ou alors le pays leader technologique qui sont les États-Unis sont assez retardataires d'un point de vue matériel. Ils consomment beaucoup plus de bois assez tard au XXe siècle, ils consomment beaucoup plus de charbon maintenant que l'Europe, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est des histoires très différentes. Mais on a eu tendance à écrire plutôt une histoire des techniques et à s'intéresser aux mutations des systèmes socio-techniques et beaucoup moins à faire une histoire de la matière, qui est une histoire assez différente. L'autre point important pour comprendre l'historiographie, j'avais une slide là-dessus, mais je l'ai passé parce que je me suis dit que ce n'était pas forcément approprié, mais en gros, les historiens qui ont écrit les grandes fresques sur l'histoire de l'énergie, c'est souvent des historiens économistes, et ce qui qu'ils intéressait, c'était les racines de la croissance, l'origine de la croissance. Et donc, ça fait sens, si vous voulez, de dire, bah oui, le charbon, c'est très important par rapport au bois en Angleterre en 1900, d'une certaine manière. Et donc, ils avaient une vision de l'énergie en relatif. C'était la vision de Cesare Malchetti, c'était la vision aussi de Jimmy Carter en 1977. Le problème, c'est qu'avec le changement climatique, on est obligé de s'intéresser aux valeurs absolues. C'est chaque molécule de CO2 qui réchauffe l'atmosphère. Et donc, ça veut dire que, par exemple, actuellement, si vous avez un envol des renouvelables, vous avez une multiplication, je sais pas, par 10 de renouvelables, mais vous avez le charbon et le pétrole qui restent à un niveau important, vous n'avez pas du tout résolu le problème. Même si, relativement, le charbon et le pétrole paraîtraient pas très importants, ils continuent de réchauffer le climat. Donc, du fait du changement climatique, il y a forcément une nouvelle lecture, si vous voulez, de l'histoire de l'énergie, où on s'intéresse beaucoup plus aux valeurs absolues et moins aux relatifs. Voilà. C'est pour dire qu'il y a un changement de regard. C'est pour ça que l'historiographie change ou est en train de changer, quoi. Oui, je profite du micro, juste une question rapide. Vous n'avez pas parlé du tout de l'énergie solaire. Bon, le soleil, évidemment, c'est une énergie quasiment illimitée à l'échelle humaine. Pourquoi ? Alors, j'ai pas parlé de plein de choses. Donc, s'il vous plaît, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez m'accusé de parler. Enfin, oui, c'est sûr, j'ai pas parlé de solaire. C'est très important. Alors, c'est très récent aussi. Hein, c'est-à-dire, ça commence à peine à devenir important. Et encore, quand on dit que c'est important, c'est 2,5% du mix énergétique mondial. C'est moins de 2 fois moins que le bois. Oui, mais justement, donc, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Justement, pourquoi c'est si pourquoi c'est si peu important ? Bah parce que ça commence à peine, parce que c'est pas si simple non plus à gérer pour les gestionnaires de réseaux électriques, parce que ça occupe de l'espace. Voilà, alors après, c'est vrai que ça a beaucoup baissé en coût en 10 ans, c'est très impressionnant. Ça va sans doute se calmer, cette baisse des coûts. Hein. Mais pourquoi c'est si peu important ? Ça, je veux dire, je n'ai pas une réponse très ferme à vous faire. Ce qui est sûr, c'est que dans les années 70, c'était déjà promis comme étant la grande énergie du futur. Et vous voyez, Amaury Lovins, il disait en 30 ans, il n'y aura plus de l'énergie solaire, en fait. Ça incluait aussi la biomasse pour lui. Hein. Voilà. Donc c'est sûr, ça fait longtemps qu'on nous annonce que l'énergie solaire va tout manger, quoi. Moi, je pense que l'énergie solaire va avoir un rôle très important. Il va sans doute faire diminuer le charbon dans les années qui viennent, parce que ça finit par être compétitif, mine de rien. Est-ce que ça va permettre d'entièrement décarboner plein de grands secteurs massifs en émissions ? C'est encore une autre paire de manches, quoi. La grande question, au fond, c'est qu'est-ce qu'on va faire de toute cette électricité ? Parce que l'électricité, on en a besoin, il faut en produire pour faire tourner les hôpitaux, les écoles, le confort minimal, etc. Mais si, avec de l'énergie solaire bon marché, on veut alimenter 1,7 milliard de voitures comme on a actuellement, alors c'est sûr qu'on n'a pas résolu le problème. Et même on gâche une technologie qui est pas mal du tout, comme le solaire, dans une technologie qui est pas terrible, comme la voiture électrique. Qui en fait, en cycle de vie, on est sur, ça émet 2 fois moins de CO2 en gros qu'une voiture thermique. Mais c'est pas génial, quoi. Vous voyez, ça résout pas le problème. Ça va le retarder un petit peu, mais ça résout pas le problème. Donc voilà, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette électricité ? La question aussi, c'est est-ce qu'on choisit, parce qu'il faut encore dire, voilà, on va se passer de voitures, c'est un peu incantatoire, parce qu'il y a plein de, si vous voulez, il y a plein d'endroits où ça va être compliqué de se passer de voiture. Mais la question qu'on devrait se poser si on voulait ralentir la catastrophe, pas changer complètement drastiquement les choses, serait déjà le poids des voitures. C'est complètement absurde que le gouvernement français subventionne la bourgeoisie française à hauteur de 7 000 € quand même, c'est énormément d'argent, pour acheter des gros véhicules électriques qui peuvent peser 2 tonnes et qui consomment, en fait, de fait, qui sont polluantes, ne serait-ce que par leur production, quoi. L'acier, mine de rien, ça émet beaucoup de CO2, et je ne parle pas des batteries, quoi. Voilà, donc je pense vraiment la question, c'est le solaire, c'est bien, ce qu'on va faire de l'électricité, c'est vraiment la question clé, quoi. Je parlais du solaire thermique, mais bon, c'est pas grave. On va prendre une dernière question tout en haut.
Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Alors, moi, je voudrais un peu attirer l'attention sur le... Vous avez dit que la transition énergétique, c'est un futur désirable qui efface les autres futurs possibles. Alors, moi, j'ai bien retenu cette expression parce que je me dis, est-ce que la transition énergétique, vous avez bien démontré que ce n'est pas un processus réel, plutôt un processus d'accumulation. Alors, est-ce que ça ne s'apparente pas plutôt à de l'idéologie, ce discours sur la transition énergétique? Est-ce que donc c'est pas la dimension un peu idéologique en fait de cette notion? Et donc quels sont les autres futurs possibles qui seraient en fait effacés par ce discours sur la transition énergétique? Ce que je voulais dire en fait, c'est en particulier par rapport au groupe 3 du GIEC, c'est-à-dire on se focalise sur la transition, on ne regarde pas les autres potentialités qui ne sont pas non plus des solutions, parce que la décroissance, c'est pas non plus la panacée. Il y a des choses, on peut faire décroître pas mal l'acier, on peut pas non plus réduire à zéro l'acier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la décroissance n'est pas non plus une solution, quoi. C'est plus compliqué que ça. Mais c'est sûr, c'est que la transition, ça vous évite d'avoir à faire de la politique, quoi. Parce que si vous dites qu'il y aura une transition énergétique, qu'est-ce qu'on va s'embêter à restreindre nos consommations énergétiques, à réduire notre consommation en général, puisque finalement, ça a fait tout reposer sur les ingénieurs et le fait technologique. Le problème, c'est qu'en fait, plus on se penche sur le fait technologique et plus on écoute les ingénieurs, plus on se rend compte que ça n'a pas marché comme ça, quoi. Et donc, oui, il faut absolument faire de la politique et réfléchir à ce dont on a vraiment besoin. Et puis, comment on répartit le reste, quoi. Les choses vraiment indispensables, comment on va se répartir le CO2 qu'on n'arrivera pas à réduire entièrement, quoi. Et ça, c'est des questions éminemment politiques et on ne se les est encore jamais posées, en fait. Par exemple, quelque chose de très intéressant, c'est de réfléchir à l'utilité sociale de chaque tonne de CO2. Il y a des tonnes de CO2 qui sont absolument indispensables et il faut le reconnaître. Et par contre, il y en a plein qui sont superfétatoires, quoi. Merci beaucoup Jean-Baptiste Fressoz, merci à toutes et à tous.